Bonsoir et bienvenue pour votre émission Disputandoum, consacrée aujourd'hui à l'un des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire. Théâtre, cinéma, musique, le secteur de la culture est impacté, tout le secteur de la culture. Depuis cet été, on ne compte plus les festivals et autres manifestations annulées ou reportées. Des aides financières ont été débloquées, mais suffiront-elles pour sauver tout un secteur ? Devant, sur et derrière la caméra, tout le monde s'interroge bien sûr. On en parle aujourd'hui avec des acteurs de la vie culturelle en Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Michel Bruzat. Bonjour. Vous êtes metteur en scène et le directeur du théâtre La Passerelle à Limoges. Philippe Pauliat-Defaille, bonjour. Vous êtes adjoint au maire à la culture à Limoges. Merci d'être parmi nous. Et Yvan Serrano, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, vous, intermittent du spectacle, auteur, compositeur, organisateur d'événements aussi. Nous évoquerons aussi dans cette émission le festival de BD d'Angoulême qui a du souci aussi à se faire. Mais avant tout cela, avant de vous laisser la parole à vous qui êtes autour de cette table, on va revenir sur l'annonce qui a fait un peu trembler hier, surtout la Corrèze et le monde du livre, la 39e édition de la Foire du Livre de Brive, deuxième plus grand salon littéraire après celui de Paris, est annulé. Il devait avoir lieu ce salon du 6 au 8 novembre. Là, on voit des images des éditions précédentes. C'est un salon qui, à chaque fois, accueille plus de 300 auteurs, des dizaines de milliers de visiteurs. C'est un coup dur pour le monde du livre, mais il y a aussi évidemment des dommages collatéraux pour différents acteurs économiques corréziens et en premier lieu pour les hôtels et pour les restaurateurs. Et c'est pour ça qu'on est avec un restaurateur, vice-président de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, Jean-Luc Viginia, par Skype depuis Brive. Vous êtes aussi restaurateur, vous avez le restaurant Le Montauban à Brive. Ça nous semblait vraiment intéressant d'avoir votre réaction ce soir pour montrer en fait le lien entre le secteur de la culture et le secteur de l'économie d'un territoire. C'est un énorme coup dur de plus pour vous. C'était aussi une surprise, cette annulation pure et simple ? C'est le moins qu'on puisse dire que ce soit une surprise. Bon, après, dans le contexte actuel, on s'y attendait. Un coup de plus sur notre tête. Nous sommes déjà fortement touchés, mais au-delà de l'impact économique, c'est quand même... il ne faut pas oublier l'ambiance, il ne faut pas oublier l'accueil des gens, la convivialité qu'on pouvait avoir. Effectivement, ils venaient pour un festival, mais c'était tout ce qu'il y avait à côté. Et les à côté, eh bien, c'est l'hôtellerie, c'est la restauration, entre guillemets petite ou grande, peu importe, tout le monde travaillait. Mes collègues autour de la guerre, c'est peut-être, je sais pas, moi, 3 000 à 4 000 repas tous les midis. La Guerre, c'est le centre effectivement de Brive. Ça faisait même travailler des hôtels et des restaurants au dehors de Brive. C'était plus large. Voilà. Ça peut aller jusqu'à... Moi, j'ai eu des clients qui venaient jusqu'à 20 à 30 km à la ronde. Donc, de Terrasson à Souillac, en passant par Aubazine, etc., Tulle, il y avait un impact énorme. Et donc une activité économique fortement impactée. Nous, restaurateurs, on n'avait vraiment pas besoin de ça, quoi. Alors, mais est-ce que au-delà de la déception, bien sûr, liée à cette annulation, est-ce que vous comprenez quand même cette décision dans le contexte actuel ? De toute façon, dans le contexte actuel, la comprendre, on est obligé de l'accepter. On n'a pas le choix. C'est une décision qui ne nous appartient pas. Nous sommes professionnels, on s'adapte, on met tout ce qu'il faut en place pour avoir la meilleure prestation possible. Maintenant, ça se fait pas. Voilà, à dire que ça me ravit, pas du tout. On pourrait critiquer les incohérences, mais bon, ça sert à quoi? Ça sert à rien. C'est un fait, c'est annulé. Voilà. Et une fois de plus, il va falloir s'adapter, il va falloir adapter nos équipes. Il va falloir peut-être mettre des gens au chômage partiel, revoir notre plan économique pour les mois qui viennent. Voilà, puisque ça permettait d'engranger une trésorerie pour passer un hiver pas tranquille, mais un hiver plus serein, quoi. Donc, un truc de plus, voilà. Je répète, outre le fait économique, c'est surtout l'ambiance,
l'accueil des gens, les bars, les boîtes de nuit qui sont déjà impactés depuis de longs mois. Et qui vont souffrir évidemment encore plus. Et qui vont souffrir évidemment encore plus, quoi. On vous souhaite bon courage, surtout, Jean-Luc Viginia. Merci d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Merci. Alors, les organisateurs espèrent quand même toujours proposer 5 week-ends littéraires et culturels entre février et mai prochain à Brive. J'ai envie de vous demander, Philippe Polliat-Defaille, alors c'est pas votre ville, hein, mais est-ce que vous comprenez cette décision de la ville de Brive ? C'est pas ma ville, mais c'est mon territoire. C'est quand même votre territoire. Bon, ouais. Limoges a vocation à être impliqué dans tout ce qui se passe sur son territoire, comme deuxième ville de Nouvelle-Aquitaine. Et on accueille évidemment cette décision de la suppression de la foire du livre de Brive avec tristesse et avec, je dirais, compassion ou sympathie à l'égard de nos concitoyens brivistes et de tous les acteurs, qu'ils soient du monde littéraire ou qu'ils soient du monde économique. C'est bien d'ailleurs d'avoir fait intervenir ce chef cuisinier, parce que les chefs cuisiniers sont aussi des artistes et ils participent. C'est une forme de culture, on parle de la culture aujourd'hui. Ils participent au monde culturel. Nous espérions, lorsque nous avons supprimé notre fête du livre de Limoges au printemps dernier, en pleine période de confinement, nous espérions que sur notre territoire, la foire du livre de Brive pourrait être épargnée. Ça n'est pas le cas. Et pourtant, les organisateurs avaient imaginé une foire un peu différente, mais effectivement, là, tout a été annulé. C'est ce qui risque peut-être de se passer aussi à Angoulême, du côté d'un autre événement phare de la région, le Festival international de la BD, qui normalement devait se tenir fin janvier. Les organisateurs échafaudent des plans en fonction de l'évolution de la crise sanitaire. Je vous propose de regarder ce reportage de Jérôme Deboeuf et Pascal Simon. Des files d'attente à l'entrée des chapiteaux et devant les stands de dédicaces. Des images de l'édition 2020 du FIBD, aujourd'hui incompatibles avec les mesures sanitaires en vigueur. La menace pèse sur le maintien du festival de la BD. Elle inquiète de nombreux restaurateurs déjà fragilisés financièrement. C'est ce qui nous permet effectivement de tenir jusqu'à la saison d'après. Et sachant que la saison qui vient de passer a été, enfin je ne sais pas mes collègues, mais moi a été moindre que d'habitude quand même. J'ai fait sur juin, juillet, août, j'ai fait moins 24% de chiffre d'affaires. Pour l'édition 2021, le maire et président du Grand Angoulême a déjà sa préférence sur le scénario à retenir si la jauge des 5000 visiteurs jour est maintenue par l'État. Je préfère en effet qu'on imagine, si c'était nécessaire, un festival qui glisse un petit peu sur le calendrier du premier semestre 2021 que de voir un festival fin janvier 2021 qui serait plafonné à 5000 personnes jour sur l'événement. Car le Festival international de la bande dessinée, c'est environ 200 000 personnes sur 4 jours. Une manne financière qui arrive sur une période creuse de l'année. Ça reste un petit mois habituellement, donc la semaine de la BD relève vers le haut les chiffres de janvier et de l'hiver. Voilà, ça a un énorme impact. Tout est plein, oui. On fait du 400-500 couverts par jour. C'est des gros volumes, quoi. Sur 5 jours, c'est pas un petit festival. Les 2 plus gros festivals, c'est la BD et les remparts. C'est, en termes de retour économique, c'est vraiment énorme, quoi. Aujourd'hui, c'est la viabilité économique de l'événement qui se pose si la jauge des visiteurs est réduite. Le FIBD, c'est près de 2 millions d'investissements publics pour un budget global de 5 millions d'euros. Les organisateurs et les collectivités se laissent jusqu'à la fin du mois d'octobre pour prendre une décision. Alors, a priori, selon les dernières informations que l'on a, les organisateurs n'annuleraient pas le festival. Il y aurait 2 temps pour ce festival de la BD, fin janvier pour les professionnels et dans le courant du printemps ou de l'été, quelque chose plutôt pour le grand public. C'est un vrai casse-tête, que ce soit pour les municipalités ou pour les acteurs privés, d'organiser aujourd'hui, de prévoir des événements culturels. Et c'est d'ailleurs une leçon que nous donne le monde de la culture, qui rivalise d'inventivité, d'innovation pour trouver des solutions, et pour trouver des solutions dans un contexte où elle ne sait pas ce que sera demain, dans 15 jours, dans 3 semaines ou dans 3 mois. Il y a là une capacité d'adaptation, de résistance qui est assez admirable. Et c'est vrai pour les grandes structures comme Angoulême. Nous sommes très proches d'Angoulême, vous savez, qui est devenue ville créative après Limoges
et la main dans la main avec Limoges, nous travaillons beaucoup sur la francophonie avec le festival du film francophone d'Angoulême. Qui a eu un joli succès début septembre. Qui a eu un très joli succès, absolument. Et encore une fois, c'est à la fois l'invention et la solidarité qui nous permettra, je pense, de surmonter ces temps difficiles. On essaiera aussi d'en parler avec vous, peut-être de comment se réinventer aussi dans le monde de la culture. Dernière petite question quand même pour vous aussi, Philippe Pauliat-Defaille. On vient d'apprendre hier aussi que les centres culturels municipaux étaient aussi évidemment touchés, notamment le centre John Lennon qui est connu à Limoges pour ses concerts, donc plus de concerts du tout jusqu'à fin décembre. C'est ça. Fermeture de John Lennon, qui est la salle consacrée aux musiques actuelles à Limoges et qui est à la disposition, vous le savez, qui est l'affaire en réalité des associations, des collectifs, des orchestres, des groupes qui s'y produisent. Nous sommes obligés de fermer parce que cette salle ne se conçoit que pour des concerts debout qui sont complètement interdits aujourd'hui. Les concerts qui pourront l'être seront transférés sur Jean Gagnan ou sur Jean Moulin, bien sûr. D'autres centres culturels municipaux à Limoges, dans des conditions différentes, évidemment, avec le respect, comme on dit, des gestes barrières. Mais ce que je veux dire, c'est que John Lennon reste ouvert aux artistes. Nous l'ouvrons comme lieu de résidence, de répétition, de travail pour les groupes qui en feraient la demande. Et non seulement dans le domaine de la musique, mais aussi dans les autres domaines de l'art vivant, la danse, puisque je crois que vous êtes déjà sur les rangs et vous avez prévu alors, pas pour la danse, Yvan Serrano, effectivement. Alors, vous présente quand même auteur, compositeur, organisateur de spectacles. Vous êtes intermittent du spectacle et assez actif, à Limoges. Vous êtes revenu à Limoges, en fait, il y a quelques mois, je suis revenu à Limoges. Oui. Voilà, vous étiez parti à Londres pendant plus de 20 ans, 25 ans. J'ai travaillé à Londres dans l'événementiel, en ayant appris avec les associations que j'avais créées et des camarades sur le terrain ici à Limoges, à l'époque de l'auditorium, qui s'appelle maintenant le Centre culturel John Lennon. Donc vous connaissez bien ? Je connais très très bien la culture à Limoges, voilà. et les lieux et les gens qui ont participé à faire avancer les choses. Oui, on a accepté je fais partie d'un projet avec une danseuse de Biarritz, qui s'appelle Things Outside the Box. Donc, on joue pour la culture au grand jour, qui est un événement formidable que je trouve aussi. En Haute-Vienne, oui. En Haute-Vienne, qui a été décalé, et donc on répète au Centre culturel John Lennon. Donc, merci. C'est bien. C'est bien naturel. C'est bien naturel. Yvan, vous étiez ici à Limoges pendant le confinement. Vous êtes artiste, vous avez l'habitude de faire plein de choses. Là, tout s'est arrêté très brusquement. Comment est-ce que vous avez vécu le confinement ? Alors, le confinement, moi, je l'ai pas mal vécu. C'est-à-dire qu'en tant qu'artiste, on est tout le temps occupé à voyager, on voit très peu sa famille. Là, ça a donné un point où on pouvait rester en famille et faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire. Après, si on commence à se poser des questions sur ce qui se passe, là, on commence à vraiment avoir des idées un peu plus noires, on va dire, parce que c'est très difficile pour des gens comme nous, un peu hyperactif, on va dire, à rester chez soi, à pas pouvoir aller faire des concerts, à rencontrer d'autres fans de musique ou de théâtre, etc. Donc oui, c'était assez difficile en ce sens-là. Il y a le manque d'activité, le besoin effectivement de liens, de rencontres, etc. Mais au-delà de ça, il faut bien vivre. C'est une année blanche pour l'intermittence. Ça, c'est le gouvernement effectivement qui a annoncé ça il y a quelque temps. 949 millions de débloqués pour les intermittents. Ça vous a rassuré, j'imagine, quand même ? Je pense que moi, je parle en mon nom en tant qu'artiste, mais je voudrais parler au nom des techniciens aussi, parce qu'on parle d'annulation de festivals, mais tous les techniciens qui travaillent sur les festivals, aussi bien celui de Brive ou dans les théâtres, tout ça, il y a beaucoup de manque à gagner. En heure, ils ne savent pas où ils vont, comme nous. Et toutes les filières à côté, c'est-à-dire que les gens qui louent du matériel de son, de lumière, des chapiteaux, des scènes, etc., les loueurs de backline, les loueurs de vannes, de tourbus, les manutentionnaires, tout ça, ouais. La SACEM, même la CNV, etc., les brasseurs. Il y a toute une industrie derrière. La culture qui va souffrir. C'est vraiment la théorie des dominos, en fait. Ah, complètement. Ouais. Il y a beaucoup de métiers qui sont touchés. Il y a beaucoup de métiers qui sont reliés au théâtre, à la musique, à tous les événements qui ramènent du monde. Et le monsieur, le chef disait bien une chose, c'est aussi par rapport à l'ambiance. J'ai travaillé, et je les remercie, au Festival des Francophonies. Qui vient de se terminer à Limoges. C'était formidable, toujours dans le même esprit, des spectacles super.
Mais avec moins de gens, c'est vrai, il manque une ambiance qui n'est plus comme avant. Et on espère qu'elle va revenir vite. On l'espère bien sûr. Michel Bruzat, vous l'espérez aussi, j'imagine bien, au Théâtre La Passerelle. C'est une institution, hein, ce théâtre que vous avez créé il y a plus de 30 ans maintenant. 34 ans, oui. Il y a 34 ans. Il a été fermé, bien sûr, coup de massue, le rideau qui tombe mi-mars, comme tous les autres théâtres et comme tous les autres lieux. Comment vous l'avez vécu, ça aussi, cette fermeture? Je l'ai vécu très mal parce que nous sommes des gens épris de liberté. Et ce qui m'inquiète peut-être le plus, d'ailleurs, dans le moment que nous traversons, c'est qu'on nous rogne des parcelles de liberté. Et dans le pays des droits de l'homme et de la femme, et le pays des Lumières, le pays de Voltaire, le pays de Montesquieu, et aussi de Bernanos et de Camus, je crois qu'il faut qu'on soit très, très vigilant pour préserver cette démocratie. Et je l'ai d'autant plus mal vécu qu'on allait jouer « Émilie ne sera plus jamais cueillie par l'anémone » de Michel Garneau. Et la veille de la première, boum, c'est tombé. Le lendemain, on devait jouer à Montréal aussi un hommage à Garneau avec Bory. Et puis, pas de Festival d'Avignon non plus. Donc, en même temps, je remercie M. Macron de cette année blanche actée pour les intermittents du spectacle. Je trouve que c'est un geste fort, c'est pas rien. J'ai aussi un peu d'espoir dans Madame Bachelot, qui me semble être quelqu'un qui aime le monde de la culture, mais il faut absolument qu'elle se rende compte que ce ministère, c'est le ministère de l'oxygène, c'est le ministère du battement de cœur, c'est le ministère de l'âme. Et cet argent qui a été donné, c'est un effort considérable. Alors effectivement, il y a un plan global, je vous précise, de 2 milliards pour la culture qui a été annoncé, dont 200 millions pour le spectacle vivant privé, 226 millions pour le spectacle vivant subventionné. Effectivement, c'est un réel effort qui est consenti. C'est un réel effort. Après, le problème, c'est comment ça va être réparti, tout ça. Il y a un gouffre qui s'appelle l'Opéra à Paris, donc on espère qu'il restera aussi des choses un petit peu pour tout le monde. Parce que, comme d'habitude, c'est toujours ce qui est petit qui souffre encore plus. Alors, vous êtes petit, vous êtes un petit théâtre, jauge de 90 places. Oui. Les théâtres pouvaient rouvrir en juin. Beaucoup ne l'ont pas fait. Vous ne l'avez pas fait. C'était trop difficile, j'imagine? Mais c'était impossible. C'était impossible parce que vous n'avez pas de projet. Les gens ne sont pas disponibles. C'est impossible. Donc, et puis, il n'y aurait eu personne. Le public ne serait pas là. Déjà qu'hier soir, pour la première de Merci, c'était extrêmement compliqué. Vous avez rouvert effectivement hier, après 7 mois. Le 6 octobre, après 7 mois de fermeture. 7 mois de fermeture, donc la passerelle a levé le rideau. Et il y avait 15 personnes dans la salle. Donc, 15 personnes sur une jauge de 90. Oui. C'était difficile du coup? Un petit peu, oui. Mais je pense que le bouche à oreille va se mettre en place parce que le spectacle a été tellement bien reçu que... Je crois qu'il faut repartir progressivement. Il faut que les gens reprennent l'habitude aussi. Est-ce que c'est pas presque un acte militant un peu d'aller au spectacle, au théâtre aujourd'hui? Je pense que c'est indispensable parce que c'est... Ce qui m'inquiète un petit peu, pour tout vous dire, c'est que les gens se sont habitués à des enregistrements formidables et à rester chez eux en disant c'est super. Ça m'inquiète, mais jamais l'atmosphère d'une salle de spectacle, on ne le retrouvera devant un écran. Donc il faut absolument que le spectacle vivant survive. Merci. C'est jusqu'à quand à la passerelle à Limoges? Jusqu'à dimanche, 18h. Et sinon tous les soirs à 20h. Comment on se réinvente, Philippe Pauliat-Defaille l'évoquait il y a un instant, comment on se réinvente quand on est un artiste et que aujourd'hui il y a des choses qu'on ne peut plus faire? Alors, être un artiste, c'est déjà un choix, donc on se réinvente en permanence. Donc ça n'a pas été le côté négatif de la chose. Moi, ce qui m'inquiète, et c'est sûrement mes camarades pareil, c'est que on n'a pas de futur, en fait. On se réinvente en permanence parce que ça fait partie de notre vie de se réinventer pour faire des choses. Mais aujourd'hui, on n'a pas de futur, on n'a pas d'avenir. On ne sait pas s'il faut... On est figé, vous voyez, si vous êtes licencié, vous savez que vous êtes licencié, vous passez à autre chose et vous travaillez. Là, on ne sait pas. On ne sait pas. Et les gens viennent au spectacle, ils viennent, les gens ont envie de sortir. Après, je suis aussi organisateur d'événements. Et quand on réduit des jauges, on réduit aussi des budgets. C'est-à-dire que si vous faites 15 entrées payantes, avec d'habitude à 90, vous pouvez équilibrer votre budget pour payer les artistes, les comédiens, les techniciens. Comment ce milieu va faire pour s'en sortir financièrement?
sachant que la culture est quand même quelque chose qui rapporte beaucoup plus que qu'elle coûte en subvention. J'espère qu'on va tous trouver des solutions. Du coup, vous aviez des projets, vous, d'organiser des événements un peu importants que vous avez arrêtés. J'organise le Vintage Weekender à Lille et à Roubaix. C'est un événement qui fait 30 000 personnes et qu'on pensait faire dans la région. Et on a tout arrêté parce que financièrement, c'est pas jouable et puis c'est pas le bon moment. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont facteurs et on espère le faire bientôt. Voyons, mais ça m'a permis de voir aussi d'autres choses, des lieux plus petits, avec des événements plus petits, et dans des communes, dans des communes où il y a aussi besoin de culture, où peut-être on y va moins souvent. Donc voilà, je tourne beaucoup en Espagne, et on joue aussi dans des petits lieux, parce que ça fait partie de notre métier de partage. Métier de partage, quand on joue, quand on est aussi directeur d'un théâtre et qu'on accueille des gens masqués, un public masqué, c'est difficile ça aussi, Yvan ? C'est difficile, surtout que je suis aussi DJ, donc, et les groupes dans lesquels je joue, on aime faire danser les gens. Et donc là, c'est totalement impossible pour nous de faire... d'empêcher les gens de danser et de vivre, de ressentir la musique. Donc voilà, donc on a préféré aussi, on devait jouer au centre culturel John Lennon pour le festival Éclat des Mailles avec mon groupe londonien. Donc ça a été annulé aussi pour les raisons que vous expliquez, mais aussi parce que on peut pas demander à des gens de rester assis si c'est fait pour danser. Oui, Michel. Je voudrais simplement remercier quand même la ville de Limoges, le département et la région, parce que j'ai trouvé leur comportement exemplaire et ils ont répondu le plus rapidement possible. Ils nous ont aidés vraiment et il me semble très important de le dire. De quelle façon, du coup, c'était la question que je voulais vous poser. Quel est le rôle de votre rôle à vous, écoutez, à la culture en étant fidèle à ces partenaires qui sont pas, comme un certain nombre de gens le pensent, des danseuses que nous entretenons. Vos invités artistes sont allés au fond des choses et c'est leur fonction d'ailleurs. La culture, c'est ce qui fait que des gens très différents, des modes d'expression très différents, des cultures différentes, nous rappellent que nous sommes de la même humanité. Et politiquement, ça me paraît quand même très important de le rappeler. Donc, ça n'est pas du décor, la culture. C'est véritablement le vivre ensemble et un moteur du vivre ensemble fondamental. Il est donc assez naturel, me semble-t-il, que les partenaires publics ou privés des acteurs de la culture tiennent leurs engagements, dans les moments difficiles notamment. Et c'est ce qu'évoquait Michel tout à l'heure, les trois collectivités qui sont principalement collectivités locales, mais l'État également a joué son rôle, départements, régions et villes, ont tenu leurs engagements. Et vous évoquiez tout à l'heure la question du public, je crois, et vous évoquiez cela sur le ton d'un appel à la militance, si je puis dire. J'irai peut-être pas jusque-là, mais je crois qu'il est extrêmement important de dire au public que le principal moteur de l'action culturelle, c'est lui. C'est lui parce que les artistes créent pour lui. Et c'est lui parce que c'est lui qui apporte les sous qui permettent précisément de passer d'un simple fonctionnement à de la création. Et je crois que c'est très important de le rappeler. Michel rappelait qu'ils étaient 15 à la passerelle hier, 15 fidèles, ils seront 30 ce soir. 150. 30 ce soir. Pas plus de 90, voilà. La jauge est de 90 d'ici dimanche. Mais nous le souhaitons, mais je veux dire que c'est véritablement un appel à ceux qui aiment les créateurs et tout simplement leur territoire, que de penser qu'ils ne risquent rien. Parce que Dieu sait que les précautions sont prises. Je n'ai entendu parler de clusters dans les théâtres ou même au cinéma, alors qu'il y en a dans d'autres... Non, les artistes sont aussi des gens très sérieux et qui prennent les mesures nécessaires à assurer la sécurité de tous. Ce que dit Philippe, il me semble très important, à la fois sur le rôle du public, sur le plan financier, mais aussi il a un rôle essentiel. Gérard Philippe disait que l'acteur principal de la soirée, c'est le public. C'est-à-dire, nous on joue pour l'échange, pour le partage, pour être ensemble, pour vivre mieux, pour respirer ensemble. C'est un collectif qui respire ensemble, d'hommes et de femmes. C'est un lieu de liberté, c'est un lieu de rencontre où on échange et où le livre, puisqu'on met debout des écritures, le livre qui est un compagnon de vie indispensable. Et c'est très triste, ces fermetures de salons.
on a vraiment besoin d'être ensemble. Et par rapport à votre question tout à l'heure, ce qui nous a manqué hier soir, par exemple, avec le masque, c'est que les gens, on respecte toutes les règles sanitaires. Mais moi, ce qui me semble le plus important dans la vie, c'est d'accueillir dans le sens de recevoir, de prendre soin. Et là, c'est très compliqué d'accueillir. Et c'est encore plus important de se dire au revoir. Et là, tout le monde s'en va. Et il n'y a pas ce moment de partage, de convivialité. Donc, j'ai mis un petit mot. Écrivez-nous, envoyez-nous des textos, téléphonez-nous. Mais essayons de garder... De garder le lien différemment, peut-être. Ce lien, oui, c'est ça, ce lien qui est essentiel. C'est ce que vous disiez tout à l'heure en parlant de se réinventer. Il y a beaucoup de structures culturelles au début de cette rentrée, en tout cas début septembre, ont fait leur annonce de programmation, souvent par Internet, en envoyant des mails, etc. Vous avez fait le choix de fermer carrément la petite rue de votre théâtre et d'accueillir les gens dans la rue. Oui, Philippe était là. Et d'ailleurs, on a eu le plaisir d'avoir une compagnie que je salue, qui fait un travail remarquable, qui est le Grenier au Jardin, qui est ce soir à La Rochelle. Ce sont des gens formidables et qui ont fait la brigade d'intervention. Ce sont des gens qu'on a vus cet été en Limousin, à Limoges, en juillet et en août, dans la rue. Et ils sont intervenus dans la rue. Il y avait 70 personnes ce soir-là. Et les gens m'ont dit qu'est-ce que ça fait du bien de se revoir, d'être ensemble, etc. Oui. Donc, c'est un peu d'oxygène, comme ça. Ça fait du bien de respirer un peu, même sous le masque. Même sous le masque. On les voit, les sourires sous le masque aussi? Je sais pas. On voit les yeux qui rient. En tout cas, ce qui est triste dans tout ça, c'est que je me souviens pas... Je me rappelle pas la dernière fois où j'ai embrassé quelqu'un dans la rue ou serré une main. Ça, je trouve ça difficile. Oui. Le confinement, je voulais pas poser cette question. Comment vous l'avez vécu, vous? Moi, j'ai vécu très, très bien. Parce que c'est la première fois de ma vie que je me suis arrêté. Et j'ai lu 50 bouquins, j'ai tout rangé. J'ai rangé mes maths, j'ai rangé plein de carnets, j'ai écrit, j'ai fait des lettres à mes enfants. J'étais disponible, je marchais 1 heure avec ma femme tous les jours. Enfin, c'était une création. C'est une parenthèse. C'était complètement nouveau dans ma vie. Et puis j'avais beaucoup de chance parce que j'avais un espace de vie, alors qu'il y a des gens qui ont morflé et qui étaient dans des conditions de vie dramatiques. Moi, je pouvais aller au théâtre, je pouvais me déplacer. Mais j'ai rangé beaucoup. J'ai fait de l'ordre dans ma tête. Et je pense que Philippe sait combien je suis optimiste. Et je pense qu'on peut en sortir plus fort de cette crise. Je pense que si on arrive à se rendre compte que seul, on n'arrivera à rien, et c'est par la solidarité, la fraternité, en s'aidant tous, qu'on peut s'en sortir. Et peut-être en repensant aussi les événements. Cet été, certaines choses ont pu continuer à exister, notamment je pense au festival Urbaka à Limoges, de l'art de rue, avec différents spectacles qui sont normalement regroupés sur plusieurs jours, fin juin, début juillet. Là, c'était un peu plus étalé au fil de l'été. C'est comme ça qu'il faut envisager maintenant les événements. La capacité d'invention et d'adaptation, et puis aussi des actes de vraie résistance et des actes volontaires. Le Festival des Francophonies, même s'il a pris des formes un peu différentes de celles des années précédentes, il s'agissait de maintenir le festival. Et on a eu un vrai festival grâce au partenariat des acteurs extérieurs au monde culturel communal, je veux dire aux institutions communales, mais aussi grâce aux institutions de la ville, que ce soit l'opéra, que ce soit les centres culturels. Donc tout ça fonctionne ensemble. Et c'est ça le travail. On évoquait tout à l'heure le plan de relance pour la culture, les 2 milliards annoncés par le gouvernement et par Roselyne Bachelot. Est-ce que c'est vrai qu'on a encore des interrogations sur comment vont être fléchées ces différentes aides. Est-ce que vous, Philippe Pouillet-Defaille, vous avez des informations? Non, je n'ai pas d'informations. Je connais très bien Roselyne. Je regrette de ne pas la connaître davantage. Non, mais dans les vraiment, parce que comme disait Michel, ça me paraît quelqu'un de... Oui. Elle est là au bon moment et au bon endroit, je dirais. C'est une dame qui a toujours manifesté son goût pour la culture, pour les activités culturelles. Elle a le charisme et les connaissances et l'expérience politique. Et je crois le sens de la justice et des réalités. Et j'ai tendance très fortement à lui faire confiance. Elle prendra la mesure des choses
comme elle doit l'être, je l'imagine en tout cas, je l'espère. Je vous propose de regarder un reportage. On va partir du côté de Bordeaux maintenant. Un collectif de troupes publiques et privées ont décidé d'intensifier leurs relations afin de proposer une centaine de spectacles d'ici à la fin de l'année. C'est un reportage de Karim Jbali et Dominique Mazer. Soldat inconnu, c'est le prochain spectacle de la compagnie DDG, ici en répétition au Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine. Malgré la menace de la Covid-19, la vie reprend enfin ses droits. Les artistes se sont adaptés, mais les interrogations continuent toujours d'occuper le quotidien de ces comédiens. On ne sait pas si on va pouvoir vraiment travailler, jouer. La rencontre avec le public, c'est vrai que c'est un élément essentiel de notre travail. Et c'est vrai que là, on ne sait pas s'il peut avoir lieu, comment. Est-ce que le public doit être masqué ou pas? Comment on peut partager dans ce contexte-là? Donc c'est des problématiques très importantes pour nous qui réfléchissons aussi à des éléments charnels, à ce que le théâtre soit un endroit de partage. C'est dans ce sens que le collectif mis en place par 6 scènes labellisées de Bordeaux Métropole a été créé. Faire front commun, être solidaire pour aider ces troupes aujourd'hui fragilisées. Respirer, ouvrir la fenêtre. Parce qu'on a, encore une fois, on entend égrener les chiffres des morts, on analyse où en est l'épidémie, c'est absolument mortifère. Et effectivement, ça nous ramène à notre angoisse, à notre vulnérabilité de mortels. Et justement, le théâtre, en étant, j'appelle ça une cérémonie païenne, une fête qu'on est ensemble pour célébrer la vie et pour célébrer le fait d'être vivant et d'être vivant ensemble. Un tour et demi. Et des danseurs masqués, c'est aujourd'hui le visage quotidien du Ballet National de Bordeaux en répétition. Les mesures sanitaires sont parfaitement intégrées, mais le plus difficile sera de renouer avec le public. Faire revenir ces centaines de milliers de spectateurs pour communier autour du spectacle vivant. Faire revenir le public, voir des spectacles, de la musique, du théâtre, de la danse, effectivement, c'est l'enjeu de ces prochaines semaines. En ce moment, si on peut annoncer 2-3 petites choses qui se passent sur votre territoire, dans votre ville, à Limoges, il y a les rencontres du cinéma. Oui, c'est ça. Les journées du cinéma jusqu'au 11 octobre. De Limoges, jusqu'au 11 octobre. Et puis nous allons enchaîner sur le festival Éclat d'Émail, festival de jazz, mais du jazz sous toutes ses formes, où chacun peut trouver son goût, trouver les choses à son goût. Il n'y a pas de raison que ça n'existe pas, donc nous allons le faire, bien, avec le concours de tous, et encore une fois, sur des lieux extrêmement divers, et dans la coopération de tous, ce qui me paraît être un des chaînons indispensables au succès. Par rapport au festival Jazz Éclat d'Émail, pas d'annulation prévue, mais on ne peut pas augurer de ce qui va se passer dans quelques jours. Mais c'est ce qui est redoutable dans ce que nous vivons aujourd'hui. C'est que, on parlait tout à l'heure de la période de confinement qui a été une période de réflexion, de ressourcement, je dirais, hein, pour tous. On a tous lu, on a cultivé notre jardin. Le déconfinement a été redoutable avec ses hésitations, ses incertitudes. Ses espoirs, parfois déçus. Et ses espoirs parfois déçus, bien sûr. Donc, écoutez, le travail, encore une fois, inventif qui est fait par les acteurs de la culture, moi, me donne confiance dans un retour à ces rencontres fraternelles qu'évoquait Michel et qui sont essentielles. Nous avons tous été extrêmement heureux de revenir pour la première fois dans un théâtre le soir de la présentation de la saison de la Passerelle, ou dans un opéra, ou une salle de cinéma aussi. Une salle de cinéma également. Il faut que tout ça se poursuive. Et encore une fois, c'est le public qui est l'acteur majeur. Yvan, je vois que vous buvez les paroles de Philippe Collier-Defaille. Je suis très attentif à 2 personnes d'expérience. Vous allez jouer, vous, effectivement, au Festival Jazz Éclat d'Émail. Alors, on devait jouer avec les 2 Staphonics, mon groupe londonien, mais ça a été annulé parce qu'on devait jouer à John Lennon. Donc, on joue avec le Dustamon Trio, qui est un trio de jazz. On joue à la BFM. De la ZUP de Laurence pour le concert Éclat d'Émail. J'ai aussi le plaisir d'annoncer que la tête d'affiche du festival est JP Bounimi. Lorsque j'ai travaillé à Londres, j'organisais des événements et je faisais découvrir des jeunes talents. Et Jean-Patrick, JP en est un, et il joue à l'opéra, au Grand Théâtre. Et puis voilà, et puis le confinement, ça m'a permis aussi de me réinventer aussi. J'écris un projet en français.
Donc voilà. Et puis un projet, dites-nous un projet peu plus. En musique, et voir pourquoi pas même solo. Voilà, parce que on se rend compte aussi qu'on dépend de beaucoup de gens et que malheureusement la crise, faut se réinventer dans une façon pas forcément logique par rapport à ça. Donc voilà, et je suis très heureux d'être revenu à Limoges. Alors, est-ce que vous vous estimez chanceux d'être revenu en France Oui, parce que je crois que c'est compliqué pour les artistes du côté de l'Angleterre et de Londres. Alors, c'était déjà très compliqué. Ça va être encore plus compliqué avec le Brexit. Et là, avec le Covid, c'est une catastrophe. Donc, je suis très heureux d'être à Limoges. Malgré le climat Malgré le climat. Moi, j'adore le climat limougeau, vous voyez. Incroyable. Oui, il y a été préparé à Londres. Voilà. Mais je suis originaire de Tulle, donc ça ne change pas beaucoup, vous voyez. Il s'en passe des choses dans Limousin. Il s'en passe toujours. Et puis, il y a une communauté britannique qui est assez énorme maintenant. Et beaucoup de gens quittent le Royaume-Uni pour venir s'installer dans la région. Mais sérieusement, être artiste en France aujourd'hui, c'est quand même effectivement plus confortable que d'être artiste intermittent en Angleterre. Alors, l'intermittence n'existe pas en Angleterre. Et quand vous travaillez à Londres, le travail, c'est pas ce qui manque. Parce que c'est une métropole qui vous connecte avec le monde entier. Donc, par rapport à ça, à Limoges n'a pas ce pouvoir. Ça va venir. J'espère bien. Je vous prends au mot. Et voilà. Donc, mais par contre, c'est intéressant de vivre dans une ville plus petite où on peut faire plus de choses et on n'a pas besoin de courir toujours après les cachets, l'argent pour pouvoir payer le loyer. Voilà, Limoges est une ville par rapport à ça qui a une qualité de vie qui est appréciable. Donc voilà. Michel, j'invite tous les artistes à venir. Ça me fait très plaisir, d'abord parce que je suis heureux de vous accueillir. Merci. Ce retour sur Limoges il y a une symbolique qui me paraît porteuse, moi, de l'image de Limoges demain. Ville d'accueil, ville où il fait bon vivre, où il fait bon élever des enfants, où il fait bon leur apprendre des choses et où les artistes devraient trouver un lieu de création et un lieu de monstration. Je pense que la présence d'artistes créateurs sur le territoire de notre ville est un atout majeur pour demain. Et vous parlez de Limoges, mais je pense que c'est vrai pour beaucoup d'autres villes, et notamment en Nouvelle-Aquitaine. Michel Brusa, peut-être pour terminer, vous pouvez nous annoncer votre programmation. Vous avez quelle échéance? Vous avez établi une programmation jusqu'à quand? Jusqu'à la fin de l'année? Jusqu'au mois de juin, et je travaille plus que d'habitude, 5 créations. Donc là, on joue Merci de Pénac. Après, on va faire un accueil sur le joueur d'échecs, qui est un texte magnifique de Zweig. Et après, Émilie ne sera plus jamais cueillie par l'anémone. La pièce que vous deviez jouer juste avant le confinement. Eh bien, on la joue en novembre avec Isabelle Olivier, qui est une harpiste qui est actuellement à Chicago. J'espère qu'elle va pouvoir prendre l'avion. Et en décembre, L'Altesse de l'air de Sol avec Marie Thomas. C'est la suite de Comment va le monde. C'est un spectacle qu'on a joué un petit peu partout. 3 ans à Avignon, à guichet fermé. Et on fait cette suite-là pour les fêtes de Noël. Et le 31 décembre, le Théâtre de la Passerelle sera aussi à Avignon avec Merci de Pénac au Théâtre des Carmes Benedetto. Est-ce que le Théâtre de la Passerelle, qui existe depuis 34 ans et qui a depuis très longtemps toujours été sur le fil, vous avez des difficultés financières, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes encore plus en danger qu'avant? Non, je suis de moins en moins en danger parce que je ne travaille pas. Donc, plus je travaille, plus je perds de l'argent. Donc là, ça fait 7 mois qu'on n'a pas travaillé, donc tout va très bien. Le banquier est très content. Ça va se gâter parce qu'hier soir, on a gagné 200 €. Mais pour l'instant, je n'ai jamais connu. Mais pour répondre à votre question qui me semble importante, je crois que ce sera toujours du funambulisme de toute manière. Je pense que c'est sur le fil. Philippe, qui a des enfants intermittents, connaît bien le problème. Et je crois que ce funambulisme-là, cette prise de risque-là, elle est essentielle dans notre métier. Parce qu'il faut tout le temps inventer, chercher et, comme disait Beckett, essayer de rater mieux. C'est ce que vous enseignez aux jeunes? Vous êtes toujours beaucoup en contact avec les jeunes à qui vous enseignez aussi? Moi, je n'enseigne pas, c'est eux qui m'enseignent. J'ai tout appris de cette jeunesse. J'ai regretté d'arrêter le conservatoire. Ça a été génial dans ma vie. Tous les enfants, tous les ateliers que j'ai fait partout. Je pense que c'est un des plus beaux métiers du monde, enseigner. C'est un métier d'amour.
enseigner dans le sens d'apprendre, Merci d'aimer. beaucoup. Ce C'est sera moi qui vous remercie beaucoup. ce beau mot de la fin. Merci à tous les trois de nous avoir accompagnés pour cette émission. Voilà l'importance de maintenir une offre culturelle, je pense qu'on l'a bien compris. Donc sortez masqués, mais sortez, allez au théâtre, au cinéma, au spectacle. Merci beaucoup, belle soirée et à très bientôt. Ciao.